bienvenue. Félicitations pour votre courage pour attaquer un sujet un petit peu technique pour la fin de la journée, mais je pense que ça va vous mettre en forme pour l'apéro. Moi, je m'appelle Arnaud Bailly, j'écris du code depuis 1986. Faites le calcul, ça vous donne un peu une idée de mon âge. Je fais des logiciels professionnellement depuis 1994. Et je suis actuellement consultant chez Murex et lead développeur. Et j'ai toujours été fasciné par les sujets distribués. Et soit dit en passant, shameless plug, Murex is hiring. Pourquoi vous avez bien fait de venir à cette session tout simplement parce que le monde réel est réparti. Aujourd'hui, que vous soyez sur des machines multicœurs ou que vous soyez en train de faire du traitement sur des réseaux, sur du web, eh bien, vous êtes en train de traiter des données réparties. Toutes les applications ont besoin de la répartition. Et si vous n'y prenez pas garde, si vous pensez que vous allez pouvoir développer vos applications de manière séquentielle et ensuite les projeter sur une architecture répartie, eh ben non, en fait, ça ne va pas marcher et vous allez avoir des problèmes. C'est ce qu'on appelle le fait que toutes les abstractions fuient. Ensuite, quand vous avez des systèmes, ces systèmes peuvent échouer, et plus les systèmes sont gros, plus ils ont tendance à échouer souvent. On est obligé de prendre en compte cette notion de panne et de mettre en place dans nos systèmes la tolérance aux pannes. Dernière chose, bien évidemment, lorsqu'on déploie des applications sur des systèmes répartis, on a envie que ces applications soient toujours disponibles. Ce n'est pas parce que le système va tomber que nos applications vont devoir tomber. Si je suis Amazon, ou si je suis une banque, ou si je suis un opérateur de téléphonie, ou si je suis n'importe quelle entreprise qui offre un service réparti, quel que soit l'état de mon système, je dois continuer à fournir un service, dans la mesure du possible, bien évidemment. On a le problème d'un univers qui est réparti, d'un univers de calcul qui est réparti, un problème de tolérance aux pannes et un problème de nécessité de rendre la donnée disponible au maximum. Et donc, pour répondre à ces défis, à ces questions, à ces problèmes, le consensus, la notion de consensus est en fait un bloc de construction fondamentale des systèmes répartis. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter un petit peu lors de cette présentation. Alors, un premier exemple d'utilisation, vous avez de la configuration sur une plateforme as a service, une architecture PaaS. Comment vous faites pour répartir la configuration dans votre système? Comment vous faites pour faire en sorte que tous vos nœuds dans votre système soient configurés de la même manière? Un exemple, vous pouvez par exemple utiliser CoreOS. Dans CoreOS, il y a un composant qui s'appelle etcd. Et etcd, c'est un composant qui permet de répartir la configuration sur un cluster de machines. Il fournit donc une configuration standard pour un ensemble de conteneurs Docker qui s'appuie sur CoreOS. Il se trouve que etcd utilise le consensus de protocole Raft, dont je vais vous parler durant cette session, et qu'il est implémenté en Go. Un autre exemple de cas d'utilisation, la découverte de services. Alors c'est un cas d'utilisation assez intéressant. Il y a eu une publication récente sur un blog d'une société qui s'appelle Airbnb, que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à ce genre de choses, qui ont montré comment dans leur architecture ils utilisaient, entre autres composants, il y a toute une stack, mais comment ils utilisaient Zookeeper pour, dans leur solution qui s'appelle Smart Stack, fournir de la découverte de services de manière complètement dynamique, tolérante aux pannes et surtout distribuée, répartie dans l'ensemble des nœuds du cluster. Donc un exemple de scénario, vous avez un système d'enregistrement, un des services fondamentaux d'Airbnb, c'est l'enregistrement de chambres, la réservation de chambres. Lorsqu'un des nœuds du cluster qui implémente ce système démarre, eh bien, il va s'enregistrer auprès d'un composant ce composant va construire ce qu'on appelle un nœud éphémère dans Zookeeper, et ce nœud éphémère va déclencher un ensemble de traitements qui vont, in fine, configurer des proxys. Et ce que ce composant va faire, le service va lui-même utiliser ce proxy de manière complètement transparente pour accéder à d'autres services. Et tout ça s'appuie, alors la partie Zookeeper s'appuie sur un protocole qui s'appelle ZAB, qui est l'implémentation du consensus réparti dans Zookeeper.
Alors, ce n'est pas un problème neuf. Le protocole, le problème de faire émerger un consensus dans des systèmes répartis n'est pas neuf. Par exemple, lorsque vous êtes un général, vous êtes Napoléon et vous devez coordonner les actions de vos différents généraux lors d'une bataille. Comment vous allez pouvoir faire? Eh bien, sachant que, bien évidemment, vos généraux sont répartis sur un champ de bataille, vous allez devoir leur en transmettre des messages. Ces messages, ils prennent un certain temps pour arriver, ils peuvent se perdre en route, etc. Vous avez plein de problèmes à résoudre. D'abord, quand vous êtes un général et que vous êtes à l'ère napoléonienne, vous transportez vos messages par chevaux, par estafette. Les chevaux peuvent mourir, peuvent être blessés, ou les messagers eux-mêmes peuvent être blessés. Les chevaux, ça voyage à une certaine vitesse, pas plus vite, donc il faut tenir compte de cette vitesse lorsque vous allez devoir transporter vos messages et coordonner l'action de vos généraux. Vous ne pouvez faire passer un certain nombre de chevaux maximum par un même endroit, donc vous n'allez pas pouvoir envoyer une armée d'estafettes juste pour être sûr qu'il n'y en ait pas une qui soit tuée. L'ennemi peut mener des embuscades sur le chemin que vont emprunter vos messagers. Bien évidemment, les généraux, ils ne restent pas statiques pendant que vous êtes en train de donner vos ordres, ils peuvent bouger, donc la configuration de votre armée bouge. Enfin, il n'y a personne dans votre armée qui a toutes les informations disponibles à tout moment, instantanément, donc vous n'avez pas d'autorité centrale, même vous en tant que Napoléon. Vous ne savez pas tout ce qui se passe. Les chevaux, ça mange, ça a un coût, donc il faut maintenir cette armée de messagers et cette armée d'estafettes. Et enfin, dernier problème, et non des moindres, tous les chevaux ne sont pas créés de la même manière. Il y en a des plus rapides, il y en a des plus lents. Vous avez des percherons, vous avez des pur-sang arabes. Voilà. Et donc, il va falloir faire avec. Alors, cette petite histoire que je viens de vous raconter, si vous la transposez 200 et quelques années plus tard, vous obtenez ce qu'on appelle les 8 erreurs de l'informatique répartie, qui est un article assez célèbre qui a déjà quelques années maintenant, qui va énumérer en fait ce dont je viens de vous dire, mais dans un contexte de l'informatique répartie. Et donc, toutes les hypothèses que l'on fait lorsque l'on pense de manière séquentielle et qui sont en fait fausses, et qui font que nos algorithmes et nos applications, lorsqu'elles vont se retrouver sur un système réparti, ne vont pas fonctionner. Donc le réseau est fiable, la latence est nulle, la bande passante est infinie, le réseau est sûr, la topologie ne change jamais, il y a un administrateur centralisé, le coût de transport est nul, donc le coût d'infrastructure est nul, et enfin le réseau est complètement homogène. Donc, tout ça, c'est pas vrai, ça marche pas. Si on approfondit un petit peu le sujet du consensus réparti proprement dit, donc ça c'est un petit peu un avant-goût, une introduction au système réparti. Si vous regardez ce qui se passe pour le problème du consensus réparti, vous avez donc trois chercheurs qui s'appellent Fisher, Lynch et Patterson, qui ont émis ce théorème il y a déjà quelques années maintenant, qui est ce qu'on appelle un théorème d'impossibilité, qui ont émis un certain nombre de résultats, qui ont étudié cette question, et qui ont émis un théorème d'impossibilité fondamentale, qui dit que dans un système asynchrone, que ce soit un système à base de chevaux et d'estafettes ou un système à base de paquets TCP sur un réseau IP, le consensus réparti est impossible. C'est un peu embêtant parce que ça pose problème vu que je vais vous montrer une solution pour résoudre ce problème. Il est impossible si on suppose qu'on peut avoir des erreurs arbitraires. Donc ça, c'est un résultat qui, comme vous pouvez le voir, a quelques années maintenant, pas loin de 20 ans. Alors, il se trouve que si on relâche un petit peu les contraintes, c'est-à-dire que si on suppose que le système n'est plus complètement asynchrone, mais qu'on peut faire des hypothèses sur le temps que va mettre un message pour aller d'un point à un autre du système, eh bien, on obtient ce qu'on appelle un système qui est partiellement synchrone. Et dans un système partiellement synchrone, on peut résoudre le problème du consensus en supposant que pas plus de la moitié des nœuds du réseau, des nœuds du système, font défaut. Et en plus, en supposant que ces nœuds font défaut, et font défaut de manière, on va dire, gentille, c'est-à-dire qu'ils se crachent, mais ne se comportent pas comme ce qu'on a coutume d'appeler des généraux byzantins, c'est-à-dire des gens qui vont raconter n'importe quoi. Et donc, ce qui en fait arrive dans la vraie vie, bien évidemment. Hein. Mais bon, pour les besoins de la théorie, on a besoin de faire des hypothèses. Alors, en pratique, comment ça se passe? En pratique, jusqu'à très récemment, la littérature et même la pratique du consensus réparti, c'était quoi? C'était soit vous le faites à la main vous-même, donc bon courage, parce que c'est extrêmement compliqué d'arriver à un résultat fiable, d'avoir toutes les bonnes propriétés
en partant from scratch, soit vous vous appuyez sur les travaux de recherche. Et un des plus connus, un des algorithmes les plus connus dans ce domaine, c'est un algorithme qui s'appelle Paxos. Paxos a été inventé par quelqu'un qui est encore très connu dans le monde du système réparti, qui s'appelle Leslie Lamport, qui a inventé pas mal de choses dans ce domaine-là, qui est à la base de pas mal d'implémentations. En particulier, c'est à la base, alors c'est pas vraiment ce qui est implémenté dans Zookeeper, il y a des idées, mais il y a des idées qui ont été reprises. C'est à la base d'un autre, par contre, à la base, c'est une implémentation, il y a une implémentation qui a été faite au sein de Google pour implémenter un système qui s'appelle Chubby, qui est un système de log réparti dans l'infrastructure de Google. Alors, Paxos, c'est très intéressant. Je vous invite, si vous n'avez jamais fait, à lire l'article qui définit Paxos. C'est un article qui s'appelle le Parlement à temps partiel, Parliament, et qui décrit en fait un système d'élection dans la Grèce antique, un système de parlement dans la Grèce antique, dans l'île de Paxos, d'où le nom du protocole. Et pour la petite histoire, en fait, quand l'article a été initialement proposé, il a été refusé, parce que les gens pensaient que c'était une blague, en fait, et ils ne voyaient pas très bien ce que ça venait faire dans une conférence d'informatique. Alors, ce qui est intéressant avec Paxos, c'est que ça marche, mais si vous essayez de l'implémenter, vous tombez sur plein de problèmes, parce qu'en fait, l'article de Lamport, il est théoriquement très solide, mais quand vous êtes un modeste ingénieur, vous n'avez pas fait un PhD en système réparti, vous essayez de l'implémenter, c'est très compliqué. Et on obtient des choses comme ça, donc qui sont des gens qui ont essayé d'implémenter, qui disent « oui, c'est très dur ». Raft, qui est donc vraiment ce que je vais vous détailler aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de surpasser ces limitations, et donc en 2013, donc Diego Ungaro a sorti un papier qui s'appelle qui introduit le protocole Raft. Et ce qui est intéressant dans son article, c'est qu'il a intitulé son article « À la recherche d'un protocole de consensus réparti compréhensible ». L'objectif fondamental de Raft, c'est vraiment, d'une part, d'avoir un algorithme qui est sûr, qui est à la fois sûr, qui a des bonnes propriétés de sûreté et de vivacité, mais qui en plus soit relativement facile à implémenter. Et en tout cas, où il n'y a pas besoin d'une armée de doctorants pour produire une implantation qui soit fiable et solide. Et très rapidement, cet article et ce nouvel algorithme a suscité pas mal d'intérêt, au point qu'on compte maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas fait le dernier décompte sur la page, mais il y a probablement entre 30 et 40 implémentations dans tous les langages de la Terre, et probablement plusieurs dans chaque langage, qui ont été proposés. Et donc l'implémentation qui est la plus, on va dire, la plus avancée en termes de production, c'est celle qui se trouve dans etcd, qui est aujourd'hui poussée par les gens qui sont derrière CoreOS. Alors, Raft, le principe c'est quoi? L'idée fondamentale du protocole, et de manière générale, l'idée fondamentale derrière la plupart des protocoles de système réparti, c'est de considérer qu'on a un système qui est composé de réplicas, donc de répliques de la même donnée, et de répliques de quoi? De répliques de ce qu'on appelle une machine à état fini. Donc une state machine, qui se trouve en haut à gauche dans le dessin. L'idée, c'est qu'on veut faire en sorte que l'algorithme garantisse que toutes les machines, toutes les réplicas de cette machine à état fini sont au même état au même moment. Ou en tout cas, on veut garantir que lorsque je pose une question au système, quel que soit l'endroit où je la pose, modulo certaines hypothèses, je vais obtenir la même réponse. Tout ça, ça s'appuie sur quoi? Donc ça s'appuie sur l'idée abstraite de machine à état fini. Derrière ça, vous avez le module de consensus, qui est lui-même un module, une bibliothèque que vous pouvez venir réutiliser dans vos logiciels, on en parlera à la fin. Et ce module s'appuie de manière fondamentale sur quoi? Sur un journal persistant. Alors je remercie beaucoup la présentation précédente parce que ça m'a donné l'occasion effectivement ça permet d'un petit peu comprendre une des utilités d'avoir un journal persistant et de transporter des messages de manière fiable. Entre autres choses, on peut l'utiliser pour implémenter ce type d'algorithme. Sachant que là, évidemment, les débits, a priori, sont beaucoup moins importants. On en parlera à la fin. Donc à partir de ce module de consensus, lorsque j'ai une requête, je vais écrire dans mon log persistant, le module de consensus va se charger de répartir l'information sur l'applicat, donc de répliquer l'information. Et une fois que l'information est répliquée de manière fiable, on met à jour la machine à état, et du coup, cette information devient disponible pour les lecteurs. Le principe fondamental et la différence nette entre Raft et
Paxos, par exemple, comme prédécesseur, c'est que Raft, de même que Paxos, mais d'une manière beaucoup plus forte, s'appuie sur le principe de leader-follower. Et donc, là où Paxos disait, bon, vous pouvez, il est préférable d'avoir un leader dans le système pour coordonner les actions, Raft dit, non, en fait, il y a un leader, et la manière dont on va élire ce leader fait partie du protocole. Et toute cette mécanique de gestion des rôles des différents nœuds fait partie du protocole. Et ça a toujours été un problème dans l'implémentation de Paxos, et qui a nécessité pas mal d'éclaircissements, en particulier de la part de Lamport, c'est comment les différents rôles, les différents rôles dans les nœuds vont s'orchestrer. Donc là, Raft dit, OK, il y a un leader, et toutes les opérations passent par ce leader. Ce qui a des hypothèses fortes, et ce qui impose des contraintes fortes sur le système. On reviendra à la fin aussi. Chaque instance donc, de nœud est une instance répliquée de la machine à état fini maître, ou en tout cas de toutes les machines à état fini, et l'état est stocké dans un journal persistant linéaire, donc on ne fait qu'avancer dans le temps. Et enfin, c'est le rôle du leader d'orchestrer la réplication de manière sécurisée sur les différents nœuds. Alors, je vais vous détailler un petit peu le fonctionnement de l'algorithme, et puis à la fin, j'essaierai de, s'il me reste un petit peu de temps, de vous faire une petite démo de l'implémentation minimale en Java qu'on a. Alors, supposons donc que vous avez 3 généraux, donc nés Davout et Lan, qui doivent se coordonner pour répondre aux ordres de Napoléon. Chacun de ces généraux, donc là vous avez ces 3 nœuds, chacun de ces généraux a déjà reçu des ordres que j'ai représentés sous la forme de rectangles de couleurs. Et ces différents ordres, comme vous pouvez le constater, sont séparés par des tranches de couleurs. L'idée fondamentale derrière les couleurs dans les journaux, c'est quoi? C'est que chaque opération dans Raft est découpée ce qu'on appelle un terme. Et ce terme, c'est quoi? C'est en fait un espace dans lequel les opérations vont s'exécuter, dans lequel il y a toujours un seul leader, et qui va attacher cette information à chaque donnée du système, chaque action. Et une propriété fondamentale des termes, et qui est vraiment clé dans le système, c'est que les termes ne font qu'augmenter. Donc ils augmentent de manière monotone, et donc je ne pourrai jamais revenir sur un terme déjà existant. Donc là, par exemple, on voit Né qui a 3 ordres stockés dans son journal persistant, un bleu, un violet, un rouge, un bleu. Lan qui a 3 violets, 3 rouges, et Davout qui a 3 violets, 2 rouges. Donc les violets sont les plus anciens, les rouges sont les plus récents. Au démarrage du système, donc là on suppose qu'ils viennent de démarrer, c'est Né qui se porte candidat. Donc j'ai symbolisé l'état de candidat par la pastille orange. Les 2 autres sont des followers. Et donc ce sont des nœuds qui vont simplement écouter ce qui se passe. Et Né envoie à Davout et à Lan, disant votez pour moi. Et ils votaient pour moi en leur donnant un nouveau numéro de terme, que j'ai symbolisé par la couleur jaune. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Davout et Lan, qui n'ont rien de mieux à faire, vont dire OK, on vote pour toi. Et du coup, Né devient un leader, qui est symbolisé par la couleur bleue. Alors pourquoi ils votent pour lui? Ils votent pour lui parce qu'en fait, quand ils comparent l'information que leur envoie Né qui est le dernier index de son journal, ils le comparent à leur propre journal, avec le numéro de terme qu'ils vont utiliser, et ils constatent que Né a un journal qui est plus à jour qu'eux. Et donc comme il est plus à jour, ils disent OK, tu as plus d'informations que nous, vas-y, tu es le leader. Donc c'est toi qui vas prendre la main, c'est toi qui vas orchestrer la réplication. Né, la première chose qu'il fait, et ça, il va le faire de manière répétée, c'est qu'il va il va dire, OK, maintenant, c'est moi qui décide, donc attention, là, j'ai constaté que vous n'avez pas certaines entrées de mon journal dans vos journaux, et donc je vais vous les envoyer. Donc, il envoie un message qu'on appelle, un des deux, c'est pas très compliqué dans Raft, il y a 2 messages, il y a append entries, il y a request votes que je vous ai présenté, et append entries. Append entries, donc il envoie ces 2 messages, il envoie le message append entries à chacun des nœuds en leur donnant les entrées qui leur manquent, en disant, voilà, mettez à jour vos journaux avec ces différentes entrées. Comme Davout et Lan sont des généraux disciplinés et qu'ils reçoivent bien l'information, ils mettent à jour leurs journaux. Et donc on peut constater que maintenant, alors Né je ne l'ai pas indiqué parce qu'il n'était pas changé, mais que les 3 généraux ont la même information. Et l'information a été répliquée sur les différents nœuds. Napoléon, maintenant, envoie l'ordre d'attaque à Né, puisqu'il sait que Né est devenu le leader. Alors comment il sait qu'il est devenu le leader? Vous allez me dire,
En pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est que cette information va être en fait répartie sur chacun des nœuds, à toute l'information sur les rôles, et donc capable de répondre à toute requête. Donc en fait, rerouter la requête sur le leader de toute façon. Donc le leader reçoit l'ordre d'attaque, et Né dit ok, maintenant attaquer. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va stocker l'information dans son journal à lui, avec le bon numéro de terme, donc j'ai symbolisé le numéro par la couleur jaune, et envoie l'ordre d'attaque aux différents nœuds. Une banque de Paul, le cheval qui transmet l'information donnée à Davou tombe dans une embuscade, donc Davou ne reçoit pas l'information. Par contre, l'âne la reçoit, et il dit ok, je reçois l'ordre d'attaque, parfait, je te donne ma réponse, et l'ordre d'attaque est ajouté aux différents journaux. Ce qui se passe là, d'intéressant, c'est que cette information-là, maintenant, elle est considérée comme répliquée de manière sûre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un cluster de 3 nœuds, si vous avez 2 nœuds qui ont répliqué l'information, vous avez la garantie que cette information, in fine, au bout d'un certain temps, si les nœuds ont la possibilité de devenir vivants un jour, cette information sera répliquée sur tous les nœuds. Donc c'est la notion de quorum, ou de majorité, dont vous avez probablement entendu parler ou que vous avez manipulé, qui s'applique ici. Donc si je suis capable de répliquer mon information sur un nombre de nœuds permettant d'avoir un quorum, à ce moment-là, j'ai la garantie que mon information a été sécurisée, et donc je peux considérer que c'est la bonne information. Et donc, étape suivante, alors, la vie est mal faite, même les généraux, parfois se font tuer, ou se font blesser, et donc là, Né reçoit un nouvel ordre de Napoléon qui est maintenant de marcher dans une certaine direction, stocke l'ordre dans son journal, et au moment où il va envoyer ses estafettes, se trouve encerclé et coupé de ses lieutenants, donc coupé de Davou et de l'âne. Davou et l'âne se rendent compte qu'ils sont coupés de leur base, donc coupés de leur général, ils disent « Ah, il faut qu'on élise un leader », et donc à ce moment-là, commence à rentrer dans la mécanique d'élection de leader, donc s'envoie réciproquement un request vote, avec un nouveau terme, chacun des deux proposant un terme différent. Alors, ce que j'ai symbolisé ici, c'est qu'avec les différentes couleurs, c'est qu'en fait, chacun a une vision différente du monde. Davou, qui est de nouveau vivant, en fait, il a un journal qui est plus ancien, donc va avoir un terme qui va probablement être plus faible que celui de l'âne. Et donc, in fine, c'est probablement l'âne qui va être élu parce qu'il a un journal plus à jour. Donc lui devient leader, Davou reste follower, et l'âne, comme précédemment, propage ses entrées et met à jour les entrées de l'âne en disant voilà, maintenant, attention, les ordres c'est quoi? C'est d'attaquer, et puis un nouvel ordre arrive, donc d'attendre. Napoléon change souvent d'avis, et donc maintenant il envoie l'ordre d'attendre aux différents généraux. Et donc l'âne est capable de transmettre cet ordre à Davou, et donc les deux ont synchronisé leur ordre. Et comme la fois précédente, comme vous avez une majorité de nœuds, en l'occurrence 2 sur les 3, qui ont la même information, cette information est considérée comme sûre, et donc répliquée, et donc c'est l'information courante. C'est ce qu'on appelle comité. Évidemment, là, Né n'était que blessé. Lorsque les troupes ennemies se dispersent, eh bien, on se retrouve dans une situation un petit peu pénible, parce qu'on a 2 leaders. Né qui dit attention, les ordres c'est de marcher, donc il envoie ses append entry aux différents nœuds, et puis, mais il les envoie à Davou et l'âne, entre-temps, ils se sont débrouillés tout seuls, et l'âne est devenu le nouveau leader. Situation un peu pénible, donc on se retrouve avec un problème de conflit de cohérence de données. Comment le conflit de cohérence de données est réglé? Il est réglé de manière extrêmement simple, il suffit de regarder quel est, dans les différents nœuds, celui qui a le terme le plus récent. Et donc c'est le fait d'avoir le terme le plus récent et d'avoir l'information la plus récente qui va permettre de garantir que la donnée est cohérente et qui va permettre de faire le choix lorsqu'il y a des données qui sont en conflit. Là, en l'occurrence, les 2 nœuds savent que le terme le plus récent, c'est marron, c'est pas jaune, et donc Né, en fait, il est en retard d'une ou 2 estafettes, d'un ou 2 messages, et donc il doit mettre à jour ses propres données. Alors, ça, c'était le fonctionnement de base de l'algorithme. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans RAP? Donc ça, c'est vraiment le cœur, le fait d'avoir la gestion d'élection de leader et la réplication du log. Dans RAP, vous avez aussi la gestion de la réplication, de la reconfiguration du cluster. Alors ça, c'est une fonctionnalité très intéressante.
à ma connaissance, je ne pense pas que Zookeeper le supporte, c'est la capacité de rajouter des nœuds dynamiquement dans le système. C'est évidemment très pratique parce que ça veut dire que vous pouvez avoir votre système, comment rajouter de la capacité, rajouter de la réplica, alors sans arrêter le système et sans interrompre le service. Et donc sans devoir, vous pouvez reconfigurer tout le cluster sans devoir reconfigurer le système. Une autre propriété et une autre fonctionnalité qui est inclue dans le protocole de base, c'est la notion de compactage de log. Lorsque vous avez un système comme ça, comme je vous l'ai présenté, dans lequel vous avez un journal qui accumule de l'information, comme nous a présenté, comme on a vu tout à l'heure sur les lampes d'architecture, la donnée s'accumule. Et donc il faut d'une manière ou d'une autre la mettre à jour. Donc dans les lampes d'architecture, qu'est-ce qu'on fait? On fait des vues, et en fait c'est les vues qui nous intéressent, et le reste de la donnée elle est stockée de manière non accessible. Dans un module de consensus réparti, c'est le journal qui fait foi. Donc c'est lui qu'il faut de toute façon, c'est de lui qu'il faut de toute façon tirer l'information. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on va compacter l'information, et donc à avoir un certain nombre d'endroits, aux endroits dont on est sûr que tout le monde a la même information, on va créer ce qu'on appelle un snapshot. Et on va compacter le journal de cette manière et s'échanger des snapshots. C'est la partie la moins aboutie du protocole, et d'ailleurs c'est la partie qui est souvent la moins implémentée dans les différentes implémentations du protocole. Au niveau implémentation, donc moi je me suis intéressé à cet outil, à ce protocole. Pourquoi? Parce que j'avais des besoins de gérer un état réparti sur différentes machines. Et j'avais besoin de le faire en Java. Donc je me dis, tiens, voyons voir ce qui existe en Java, et au besoin, écrivons une implémentation. Donc il existe une implémentation qui s'appelle Barge, sur laquelle j'ai eu le plaisir de contribuer, donc qui est encore un petit peu jeune, qui implémente l'algorithme de base, et qu'on peut utiliser déjà dans un système, qui n'implémente pas la reconfiguration de cluster et le compactage de log. La particularité de Barge par rapport à d'autres implémentations, c'est qu'on propose deux modes de transport, de modes d'échange des données, donc de modes on va dire d'exposition d'interface des nœuds de consensus, soit une interface en TCP bas niveau basée sur NetI, soit une interface HTTP avec des endpoints REST. Donc, ce qui permet en fait d'intégrer par exemple ce module de consensus dans un service REST en lui rajoutant simplement un endpoint, en le mettant à un endroit, en le montant à un endroit du service REST. Et du coup, les différents nœuds peuvent commencer à s'échanger en utilisant le même transport que vous utilisez pour votre application. OK. Il me reste, je crois, une dizaine de minutes, donc c'est largement suffisant. Je vais vous faire une petite démo rapide. C'est encore rustique. C'est essentiellement à base de logs. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment se comporte un cluster. Donc là, c'est un cluster très très simple de 3 nœuds. Donc, on va lancer les 3 nœuds sur différentes consoles. Et on va regarder, alors évidemment, voilà. Donc là, j'ai mes 3 nœuds qui tournent, et puis je vais les initialiser. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que rapidement, les différents nœuds, bon, là, il y a des logs qu'il faudrait nettoyer. Rapidement, les différents nœuds en fait se stabilisent sur un état. Donc là, il y a un follower. Ici, vous avez un leader, et ce qu'on voit, le leader envoie continuellement des messages à ces différents nœuds. C'est une petite optimisation dans l'algorithme de RAF, c'est qu'en fait, le message d'append entries qui sert à propager, à répliquer les logs, sert aussi de ping et de heartbeat pour les différents nœuds du système. Donc là, on voit le leader qui envoie régulièrement l'information à ces nœuds. Donc tant qu'il est là, les nœuds ne bougent pas. Et là, on a un autre nœud qui est lui aussi follower et qui a élu un leader. Alors, ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qui se passe quand j'arrête le leader? Quand j'arrête le leader, immédiatement, les différents nœuds, en fait, se reconfigurent. Et ils ont détecté qu'ils n'avaient plus reçu en fait, du leader de message. Ils disent, il y a un timeout qui se met en œuvre, et ils disent, il faut réélire un leader. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le premier nœud, donc 56789, est devenu leader, et qu'il a exactement la même information, puisque l'information a déjà été propagée. En l'occurrence, là, je vous ai montré une information qui redémarrait, et j'ai déjà des logs existants, puisque j'ai testé quand même ma démo avant de vous la montrer. Et donc, il y avait déjà de l'information. Et on peut voir qu'il y a déjà 2 entrées qui ont été faites. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est envoyer... je vais envoyer une requête au leader.
Donc, les requêtes, c'est assez simple, c'est du curl, donc j'envoie une chaîne de caractères. Donc, pour l'instant, c'est pas un Redis, hein, donc on ne peut pas faire grand-chose avec, c'est juste pour le plaisir de la démo du protocole lui-même. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer comment je l'ai utilisé, donc en tout cas pas encore. Donc, voilà. Donc là, j'envoie le message. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le troisième nœud, donc, qui est follower, a reçu l'entrée. Donc, il a dit storing entry. Et le nœud précédent, donc le premier nœud, a lui-même reçu l'entrée et l'a dispatché. Et on voit que l'index des différentes entrées a été augmenté. On est à 3. Évidemment, je peux redémarrer le deuxième nœud. Alors là, il se trouve que dans l'implémentation, on a séparé, donc il faut faire un init pour que ça se passe bien, et pour lui dire au moteur de redémarrer. Et donc à partir du moment où il revient, eh bien, il va se réinscrire dans le cluster, et vous voyez que la nouvelle entrée va lui être propagée. Il est revenu, il s'est réinscrit dans le cluster, du coup, le leader a dit « Ah tiens, je te connais, toi, tu fais partie de ma famille, et donc je t'envoie les informations. » Et donc, lui a propagé les entrées et a mis un jour les index. Voilà un petit peu une démonstration rapide, hein, de comment ça fonctionne. Et donc, l'idée centrale, c'est vraiment que le système est résilient. Et là, j'ai plus qu'un nœud, le système continue à fonctionner. Alors, il se trouve qu'il tourne un petit peu en boucle, parce que lui, il est candidat. Il est candidat, mais il est tout le temps candidat, parce qu'il n'y a personne pour voter pour lui. Alors, pourquoi il n'y a personne pour voter pour lui? Parce que quand vous avez un cluster de 3 nœuds, la majorité, c'est 2, c'est pas 1. Donc avec un nœud, vous ne pouvez pas avoir de majorité, donc vous ne pouvez jamais être élu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on conseille généralement de mettre au moins 3 nœuds dans un cluster. Parce qu'en fait, si vous perdez un nœud, vous avez quand même une majorité. Alors que si vous avez 2 nœuds, si vous perdez un nœud, vous n'avez plus de majorité. Voilà une rapide démo de Raft en action. Alors, qu'en retenir de tout ça? Ouais. Pardon? Oui, oui. Alors, en l'occurrence, dans l'implémentation HTTP, il y a un redirect qui est fait. Mais après, c'est chaque... Oui. La configuration du cluster est fixe au départ. Après, il y a le mécanisme de reconfiguration qu'on peut mettre en œuvre. Mais au départ, alors pour des raisons très simples, c'est que si on a un split brain, on aura un problème. Si la configuration est complètement dynamique, ça ne marche pas. Donc il y a une configuration d'instant T qui est connue. On peut la changer au moyen d'une partie du protocole particulière, mais par défaut, elle est statique. C'est le cas dans Zcash. Ouais. La règle pour être un leader, c'est il est au moins aussi à jour que moi. Il n'est pas plus à jour. Donc ça veut dire que si je reçois un request vote, que je ne me suis pas moi-même porté candidat, et que le journal de l'autre candidat est au moins aussi à jour que le mien, à ce moment-là, je vote pour lui. S'ils sont identiques, je vais voter pour lui. Donc, au final, pour départager les gagnants, qu'est-ce qu'on a? On a un mécanisme de randomisation du timeout, pour éviter que les nœuds tournent en boucle, évidemment. Oui, une deuxième question. On a vu que le système était capable de tolérer une panne, mais que se passe-t-il si on se retrouve à avoir une segmentation des généraux et qui, du coup, chacun sont sur des environnements parallèles, on va dire, et que, du coup, ils ne communiquent plus entre eux, on peut se retrouver avec une désynchronisation. Je ne vais pas simuler là, parce que ça demande un petit peu plus de plomberie. Pour la petite histoire, c'est un truc que je suis en train d'implémenter avec un outil qui s'appelle Jepsen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui permet de tester ce genre de choses. Donc je suis en train d'écrire la petite implémentation pour Raft, pour Barge. En fait, ça se passe bien, parce que si vous splittez, en fait, c'est vraiment le phénomène du split brain, si vous partitionnez le réseau, par définition, la majorité, il n'y en a qu'un d'un côté. Et ils vont pouvoir se résoudre au moment où on va les reconnecter. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la partie qui n'a pas la majorité, elle ne va rien faire, elle va tourner en rond.
Ah oui, d'accord, parce que c'est le message entrant qui, du coup, sera que dans un des Voilà, des deux parties. Et la partie qui a la majorité, elle va continuer à fonctionner. Quand le réseau, quand le split brain va s'arrêter, quand le réseau la partition va être réparée, eh bien, les followers en fait, vont récupérer les entrées qui leur manquent. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de réélection de leader s'il n'y a pas de majorité. C'est ce que j'ai essayé de montrer en fait, avec l'exemple du candidat qui est tout seul. Il va tourner en boucle. Alors, il ne fonctionne plus en écriture. Il ne fonctionne plus en écriture. Après, on peut continuer à le fonctionner en lecture. C'est mon dernier slide. Je peux finir la... Bon, j'ai plus que 2 slides, hein, donc... Mais c'est bien, ça fait plaisir d'avoir des questions. Ok, donc, bottom line. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, c'était technique, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était courageux de votre part, mais j'imagine que si vous veniez à cette présentation, vous attendiez à avoir ce genre de choses, donc c'est que vous aimez ça. Le message derrière tout ça, c'est quoi? Premièrement, c'est sachez quels sont vos besoins de cohérence de données. Vous avez peut-être besoin de cohérence forte, ou peut-être pas. Vous n'avez peut-être pas besoin de cohérence forte. Il y a certaines données où si la donnée est vieille de quelques minutes, si elle n'est pas tout à fait à jour, c'est pas très grave. Il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus grave. Hein. Donc ça, je vous laisse imaginer tous les cas possibles. Et donc, si vous avez besoin de cohérence forte, l'utilisation d'un mécanisme de consensus peut être intéressante. Du coup, avec Raft, la barrière d'entrée, elle est plus faible. C'est-à-dire que là où auparavant, vous commencer à vous poser la question de dire « Bon, ok, dans mon système maintenant, il faut que j'intègre un ZK. Comment je fais pour intégrer un ZK? Ah bah oui, tiens, c'est marrant, ZK, il lui faut 3 ports pour fonctionner. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une instance, il me faut ouvrir 3 ports. Donc s'il vous plaît, monsieur l'administrateur système, j'ai un scruteur de 10 machines, il faut m'ouvrir 30 ports, 3 ports sur chaque machine. Là, vous commencez à dire, oula, vous commencez à remplir les papiers, et puis à vous poser la question comment faire. Bon. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez soit prendre une implémentation existante en forme de librairie, soit l'implémenter vous-même. C'est léger et relativement facile. Évidemment, hein, c'est pas la panacée. La consistance, la cohérence forte qu'offre Raft, donc la linéarisabilité, elle a un coût. Elle a un coût en termes, comme vous avez pu le voir, en termes d'opération, c'est-à-dire que vous devez tout passer par le leader. Donc vous n'avez pas de SPOF, parce que le leader peut tomber et être remplacé par un autre leader, mais vous avez quand même un coût de linéarisabilité qui fait que vous ne pouvez pas traiter de la donnée avec un gros throughput, clairement. Donc c'est à réserver. Probablement, moi ce que je pense en termes d'utilisation, et ce que je voulais en faire, c'est de la donnée de configuration répartie. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un sweet spot parce que c'est de la petite donnée, des choses qui ne changent pas forcément beaucoup, mais qui ont besoin d'être vraiment très très sécurisées. Et bien évidemment, d'un point de vue applicatif, ce qui peut être intéressant, c'est des points de synchronisation entre clients. Ça peut être, alors, même sur des clients web par exemple, plutôt que de passer par la base de données pour synchroniser, avoir une couche applicative. Dernière chose, le theorem CAP, vous avez entendu parler, où est-ce qu'on se trouve? Pour la petite histoire, on se trouve en bas, hein, c'est-à-dire qu'on est cohérent, on est tolérant aux partitions, mais par contre, on ne va pas offrir de 100% de dispo, puisque comme vous l'avez remarqué, une fois que la partition est mise en œuvre, et ben, la disponibilité en write, elle peut être perdue, si on a trop de nœuds qui tombent. Il y en a déjà eu beaucoup, si vous avez encore quelques questions, il doit me rester 1 minute 46. Selon ce que m'indique... Oui, il y avait une question d'abord. Excuse-moi, il y avait de... Voilà. Ouais, en fait, c'est une question double, donc je suis désolé. Par rapport au scénario de split brain que Philippe avait évoqué tout à l'heure, si j'ai 5 nœuds et donc 2 nœuds d'un côté et 3 nœuds de l'autre, ils peuvent chacun avoir un leader élu et 2 clients différents qui tapent... Non, parce que sur la partie qui a 2 nœuds ne pourra pas élire de leader, puisqu'elle n'a que 2 nœuds. Alors si j'en ai 6 ? Non. La majorité à 6, c'est 4. D'accord, ok. Et puis, donc merci déjà. Et deuxième petite question, dans l'exemple que tu citais tout à l'heure avec les généraux, là, est-ce qu'il y a une perte de données quand c'est Ney et Lan qui se sont réconciliés? Lan est devenu le nouveau leader, Ney est devenu follower. Son ordre de marche qu'il avait reçu au départ, il est passé à la trappe? Ouais. D'accord. Okay. Il n'a pas été ce qu'on appelle comité. Alors, je ne l'ai pas montré sur les schémas, parce que ça fait quand même beaucoup de concepts d'un coup, mais il y a une idée de commit, et le commit, c'est le dernier endroit dont on est sûr qu'il a été répliqué sur une majorité de nœuds. Et donc, en fait, il suffirait de l'indiquer, mais là, en l'occurrence, l'ordre de marche, il n'avait pas été commité, donc du coup, il n'y avait pas de...
En fait, alors, c'est une des questions qui se passe, c'est que quand vous avez un cluster avec un module de consensus comme ça, excusez-moi, il a fin de journée pour moi aussi, donc je suis un peu fatigué. Quand vous avez un cluster comme ça, vous pouvez faire des reads, ce qu'on appelle des reads forts, avec une garantie de cohérence forte, et donc vous allez chercher les données committées. Mais vous pouvez aussi relâcher cette garantie, relâcher cette cohérence, et dire, OK, donne-moi la donnée que tu as. Et donc, je sais qu'elle est peut-être stale, mais si mon cluster est relativement gentil et que ça se passe plutôt bien, la probabilité qu'elle soit stale est plutôt faible. Donc c'est ce qu'offre, alors il me semble que c'est dans, je ne sais plus dans quel, je crois que c'est dans ZK, vous avez la possibilité de dire quel mode de read vous pouvez avoir. Est-ce que dans le read, vous allez aussi prendre la donnée committée, ou est-ce que vous allez juste prendre la dernière donnée? De ce que j'ai compris en fait des explications, ça impose d'avoir une topologie de nœuds ultra connectés. Et je voulais savoir si c'était bien du coup une limitation quand même. Oui. Ou s'il y avait possibilité d'interconnecter plusieurs clusters comme ça. Alors, dans le protocole, tous les nœuds doivent connaître tous les... c'est vraiment du broadcast. Pour faire simple, c'est du broadcast. Après, je pense qu'on doit pouvoir commencer à faire des trucs un petit peu plus sophistiqués, en s'amusant. En fait, on peut piggybacker des messages de nœud en nœud, ce qui permet de ne pas t'imposer d'avoir la technique. Mais logiquement et conceptuellement, ça doit être un broadcast. Après, techniquement, tu peux implémenter un broadcast logique sur de l'unicast physique. Mais logiquement, ça doit être un broadcast. Pour une raison très simple, c'est que le leader, n'importe quel nœud peut être leader, et le leader doit pouvoir broadcaster l'information à tous les nœuds. Après, tu peux le faire sur un ring, hein, évidemment. Hein. Tu peux broadcaster sur un ring, mais bon. En termes de taille de cluster, du coup, il y a des limitations, justement, par Alors, rapport à ces besoins-là. très honnêtement, je n'ai pas fait de bench hyper précis. Typiquement, sur des installations ZK classiques, en tout cas dans des SI de taille raisonnable, lorsqu'on ne parle pas de cluster de 1500 machines ou 3000 machines, hein, lorsqu'on parle de SI avec on a besoin d'un peu de garantie sur quelques machines, typiquement, un cluster ZK, ça va être 3 nœuds. 3 nœuds répartis physiquement. On peut aller jusqu'à 5 si vraiment on commence à avoir... Après, ça dépend du MTBF. Si vous avez des machines très... je sais pas, si c'est de la VM sur des trucs hyper volatiles, vous pouvez avoir effectivement besoin d'augmenter le nombre de nœuds. Ça se calcule en fait. Ça se calcule en fonction du MTBF et de la garantie que vous voulez avoir. Tout ça, ça se calcule. Donc si vous voulez avoir une garantie maximale avec, en fonction de votre taux de panne attendu sur les machines, après il faut augmenter le nombre de clusters pour garantir en fait la disponibilité en écriture. C'est clair ou non? Ah pardon alors. C'est savoir si, compte tenu des implémentations, vous pouvez scaler sur des clusters qui vont atteindre quelques dizaines ou centaines de machines par rapport aux protocoles REST qui sont utilisés. Alors, par rapport au protocole, on n'est pas obligé d'utiliser du REST, déjà, on peut utiliser le TCP pur. Après, oui, quelques dizaines de machines, oui, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend, encore une fois, ça dépend du volume de throughput, du volume de données que vous transportez. Si vous avez, on n'ira pas jusqu'à 1000 messages secondes, les 1000 messages secondes qu'on avait précédemment. C'est pas fait pour ça, en fait. C'est pas fait pour stocker de la donnée opérationnelle qu'on va requêter avec des très gros volumes. C'est fait vraiment pour stocker de la synchro, du lock, de la config, des choses comme ça.